Il y aura bientôt 10 ans, Alexandre Solzhenitsyn était expulsé du RSS avec sa famille. Après un séjour à Zurich, il a finalement choisi de vivre dans la solitude de l'État du Vermont, au nord-est des États-Unis, dans une région autrefois occupée par les Français. Voici le village de Cavendish, où ses enfants vont à l'école. Lui aussi habite une maison de bois que pour des motifs évidents de sécurité, nous n'avons pas filmé. Pour le reste, les caméras d'Antenne 2, on le verra, ont eu toute liberté. On voit bien ce qui a séduit l'écrivain dans cette région de montagne, au climat rude, les arbres, les forêts d'érables, de bouleaux et de sapins qui lui rappellent les forêts de sa Russie natale. La propriété des Solzhenitsyn est très à l'écart du village, dans les bois. Pas de fil de fer barbelé, comme on l'a raconté, mais un banal grillage. L'été, quand il fait beau, il va écrire dans une sorte de datcha au bord d'un étang. Pour travailler en toute quiétude à la roue rouge, sa monumentale histoire de la révolution soviétique, Solzhenitsyn a choisi l'exil dans l'exil. En ce week-end de la Toussaint, c'est un superbe exil ensoleillé aux couleurs vertes, jaunes et rousses du Vermont. Quand nous sommes arrivés, toute la famille Solzhenitsyn nous attendait dehors. Voici Catherine Svetlova, c'est la belle-mère de Solzhenitsyn. Ignat, 11 ans, le second fils. Alexandre Solzhenitsyn, cheveux au vent, barbe légendaire. Yermolay, 13 ans, c'est l'aîné. Nathalie, l'épouse, qui était mathématicienne en URSS. Et enfin Stéphane, 10 ans, le troisième fils. Manquait Dimitri, fils d'un premier mariage de Nathalie, à Boston pour ses études. Alexandre Solzhenitsyn aura 65 ans le 11 décembre. Il est en pleine forme. Entre deux longues séances d'écriture, il aime bien se dégourdir les bras. Au vrai, il n'aime pas rester à ne rien faire. Il est toujours en mouvement, passant sans transition d'un cours de mathématiques ou d'astronomie à ses enfants à un exercice de bûcheron. То же самое. Пожалуй, что придется. Il a accepté avec beaucoup de simplicité, de gentillesse, d'être filmé, mais pas question de lui faire tourner de nouveau une scène. Écrivain et père de famille, da, comédien, niet. Le soleil du matin tombe en abondance sur une toute petite chapelle, simple, accueillante, aux murs tapissés d'icônes. Elle est attenante aux salles de travail de l'écrivain. Une des grandes joies des Solzhenitsyn, c'est lorsqu'un prêtre orthodoxe de leurs amis vient y dire la messe. Pouvais-je imaginer, en arrivant à Cavendish, que je verrais l'auteur de l'archipel du Goulag, prix Nobel de littérature, en short, avec une raquette de tennis dans les mains. Я не знаю, надо спросить их. Куда, на какую сторону они хотят, чтобы я стал? Ce cours de tennis, Solzhenitsyn l'a fait construire dans sa propriété. Le sol est recouvert d'un fin gravier trop mou sur lequel les balles rebondissent mal. Peu importe. Ce sont les gestes du tennis qui séduisent Solzhenitsyn et la liberté d'y jouer plus que la compétition. Il n'a pas l'intention de s'inscrire à Flushing Meadows. Quant à Yermolay, comme ses frères, je ne suis pas sûr qu'il ne préfère pas au tennis le football américain ou le soccer. Вы знаете, я когда был мальчишкой, Quand j'étais enfant, я мечтал играть в теннис. j'ai rêvé de jouer au tennis. Но у меня никогда всю жизнь не было Mais toute ma vie s'est déroulée de cette façon que j'ai денег, чтобы jamais купить eu... ракетку. D'abord, je n'ai jamais eu d'argent pour acheter une raquette. А потом в советских Et условиях puis, нельзя dans les получить conditions доступ на корт. soviétiques, il était très difficile d'avoir accès aux cours de tennis. Ну, а потом я был в тюрьме, Et puis на ensuite, войне, c'était la в guerre, лагере. la prison, И les camps. никогда. Жил я в Jamais. Ростове, в Рязани. J'ai Я habité никогда не plusieurs мог villes поиграть в теннис. et jamais je n'ai pu jouer au tennis. И так, когда мне исполнилось, в общем, 57 лет, Et arrivé à я первый раз 57 мог ans, оборудовать себе корт. voilà, j'ai pu me faire un cours de И tennis тем chez не менее, moi. вот эти 7 лет поиграл, Voilà, они tous- мне дают летом очень хорошее ощущение. Tous ces 7 Вот. ans, j'ai réussi à jouer et ça me donne vraiment un sentiment de bien-être. Конечно, какой спорт. C'est pas du sport. Не ожидал меня.
À côté de la maison familiale, Solzhenitsyn s'est fait construire spécialement pour son travail une maison de 2 étages en briques et en bois. Ici, une grande salle bibliothèque où il a réuni son énorme documentation. Au-dessus, le bureau où il écrit et dans lequel sera enregistré l'entretien. Nathalie est plus que l'épouse d'Alexandre Solzhenitsyn, son unique collaboratrice. Elle note, classe, tape, répond, conseille. Chez les Solzhenitsyn, pas de secrétaire, pas même une employée de maison. Non seulement Nathalie s'occupe de l'éducation de ses enfants, mais c'est encore elle, aidée de sa mère, qui fait le ménage et la cuisine. Quant aux méthodes de travail de l'écrivain, elles sont méticuleuses et rigoureuses. Как их встречают внутри таврического. И что говорят, и как они встречают, кто их выступает им навстречу, и как они ему отвечают. Совершенно разная картина получается с несколькими чудными персонажами. И каждого можно было бы проработать. Excusez-moi, Alexandre Solzhenitsyn, mais je suis stupéfait par toutes ces fiches qui couvrent toutes vos tables. À quoi servent-elles? Материал приходит из газеты, из книг в том виде, в каком его он тогда жил. Иначе вы сейчас тоже не будете переводить, да? Да, в том, каком он тогда жил, как он приходит целыми потоками, не теми, которые мне нужны. И так я там на фильмоскопе расчленяю на маленькие кусочки. И эти маленькие кусочки кладу в свою систему. Здесь у меня та система, из которой я могу строить роман. И так сперва надо разбить все, что там я нашел. Разбить по мелким кусочкам, вот по всем вот этим вот. А потом соединить из разных мест, что идет в главу. Потом я перехожу туда, и там у меня формируется глава. Ну вот эта вот система для того, чтобы раздробить на много десятков кучек, вот эта система и требует такой работы, чтобы не менять, с места не сдвигать. А куда ж ты ушла? А? А я больше не буду объяснять. Я не знаю, это слишком уже так много. Иди сюда, иди сюда. Но я уже это все Et quel est le rôle de Madame Solzhenitsyn? Какая моя роль? Роль ее так велика, что его нельзя описать в 2 словах. Очень мило с твоей стороны. Многообразна. Она совершенно исключительно входит в мою работу, и в условиях одиночества это бесценно. То есть одиночество, оторванность от всего мира. Это бесценная такая сотрудница. На многих этапах и в разных формах она участвует вот в этой всей работе. L'aîné, Yermolay, tape les textes de son père sur une imprimante qui donne des pages analogues à celles d'un livre et sur lesquelles Solzhenitsyn portera plus tard ses corrections. Stéphane, le plus jeune, lui aussi aide son père. Qu'est-ce que tu fais, Stéphane? Я печатаю первую машинопись словаря, написанного моим отцом, для расширения русского языка. Это записано в этом блокнотике, их много. Разные слова, использованные век и больше назад, которые сейчас в русском языке не используются. Цель этого словаря – это расширить русский язык с того места, как он сейчас есть. Вот в этих блокнотиках это все записано. Ignat, 11 ans, joue le 2e concerto de Beethoven. Il vient de faire ses débuts de concertiste dans l'orchestre professionnel de l'État du Vermont.
Alexandre Solzhenitsyn, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir accordé le privilège, ainsi qu'à toute l'équipe d'Antenne 2 qui m'a accompagné ici, le privilège de passer une journée avec vous, dans votre famille, et puis ce privilège de l'entretien que nous allons avoir dans votre bureau, à la table même où vous écrivez toutes vos œuvres. La raison de cet entretien, c'est la publication à Paris, aux éditions Imca Press, en langue russe, de la version définitive et complète d'Août 14. De même, les éditions Fayard viennent de publier en France cette version définitive et complète, c'est-à-dire 400 pages de plus que la précédente version d'Août 14. Et je le signale, ces 400 pages inédites ont été traduites du russe par Geneviève et José Jouanet. Alors, je remarque une chose sur ce gros livre, c'est qu'il y a marqué, certes, Août 14, mais il y a marqué la roue rouge et puis premier nœud. Qu'est-ce que la roue rouge et qu'est-ce qu'un premier nœud? La roue rouge est le récit de la révolution en Russie. À la différence des romans habituels, le récit est axé non sur 2 ou 3 personnages, non sur 2 ou 3 lieux géographiques. Le récit embrasse des centaines de personnages, pour la plupart réels, historiques. Il embrasse également des dizaines de lieux géographiques en Russie. C'est comme le mouvement de la Russie, emporté dans le tourbillon révolutionnaire. Matière immense, il faut prendre en considération qu'il s'étend sur de nombreuses années. Je suis obligé de le commencer à l'année 1914, le mener jusqu'en 1922. Impossible de décrire tant d'actions, tant de personnages sur une telle étendue de temps. Pour cela, j'ai choisi pour mon récit la méthode des points nodaux ou des nœuds. C'est-à-dire que je choisis des segments de temps réduits à 2 ou 3 semaines, là où se passent les événements les plus pittoresques, ou bien qui récèlent les causes les plus fondamentales de ces événements, et je détrie avec force détail uniquement ces segments. Ce sont eux qui forment les nœuds. Entre les nœuds, je ne décris rien, et c'est en reliant les points nodaux que je restitue la courbe sinueuse de ce mouvement. Août 14 constitue le premier de ces nœuds. Oui, mais il y aura combien de nœuds et combien sont écrits? La réponse est facile à donner. J'ai écrit 3 nœuds. Août 14, octobre, ou pour vous plutôt novembre 16, mars 17, la révolution proprement dite. Je suis en train d'écrire le 4e nœud. Il en faudrait beaucoup, mais malheureusement, ma vie sans doute s'arrêtera avant que j'ai terminé. Oui, je voudrais quand même mener ce travail jusqu'au 7e nœud pour expliquer le pourquoi de la révolution d'octobre. À partir de là, tout deviendra clair. Mais la roue rouge, c'est aussi, me semble-t-il, une métaphore. Вы знаете, я нашел, что это наиболее точно выражает закон всех революций. J'ai trouvé que c'était l'expression la plus adéquate de la loi de toutes les révolutions, y compris de votre révolution française. Quand se met à tourner cette grandiose roue, cette roue presque cosmique, qui emporte tout un peuple, des peuples entiers, et ses propres agents sont emportés comme des grains de sable qui tournent impuissants dans ce tourbillon, et le plus souvent, ils y périssent. Est-il vrai que ce travail gigantesque de la roue rouge, c'est une ambition de jeunesse et que vous en aviez d'ailleurs commencé la rédaction avant la guerre? Le premier déclic, je l'ai ressenti à 10 ans. Quand j'ai lu Guerre et paix de Tolstoï, j'ai senti aussitôt une aspiration à écrire une œuvre importante. La même année aussi, j'ai lu, édité en URSS malgré la censure, les souvenirs de Choulguine, un membre de la Douma.
écrit pas du tout en faveur des bolcheviks. Un récit très émotionnel. J'ai été séduit par ce livre, mais sans doute parce que j'étais trop jeune, ces deux impressions ne se sont pas recoupées. Et à cette époque-là, le dessin ne s'est pas formé en moi. 10 ans ont passé depuis, j'ai terminé l'école soviétique à 18 ans et je me souviens très bien de la journée en novembre 1936 quand subitement ce dessin m'a saisi. Ça s'est passé il y a 50 ans de cela. J'ai décidé alors d'écrire une grande épopée sur la révolution russe, mais entre-temps, l'éducation soviétique a fait dévier mon esprit et j'ai cru que ma tâche principale serait de décrire le coup d'État d'octobre. Je croyais que c'était là la racine des événements. Ensuite, je suis donc parti en arrière pour ne pas commencer par le coup d'État d'octobre. Il fallait commencer avant, montrer 1917, montrer la guerre de 1914. Il y a de cela quelques années, j'ai compris que je n'étais pas encore assez prêt pour décrire la révolution. On ne peut comprendre la révolution uniquement à partir de la guerre. Il faut présenter au lecteur le mouvement des idées et des événements révolutionnaires, la montée de la terreur révolutionnaire sur une plus grande étendue de temps. Je suis donc revenu en arrière de 1914 vers 1911, vers l'assassinat de Stolypine. Et puis j'ai compris qu'il fallait aller encore plus loin, jusqu'en 1905, jusqu'au début du siècle. Mais est-ce que vous avez gardé par devers vous les premières lignes de ce que vous avez donc écrit sur Août 14 avant la guerre, quand vous aviez 18 ans? Вы знаете, очень просто чудесным стечением обстоятельств. Несмотря на то, что была война, несмотря на то, что сгорал тот дом, в котором я жил до войны, несмотря на мою тюрьму и лагеря, мои самые первые наброски 1936 и 1937 года сохранились. Да, они у меня хранятся, они у меня здесь есть. Ah oui. Ah oui, alors ce sont des cahiers, presque d'écoliers, alors. Да, это совершенно, в общем, в разное время, то есть написанные совершенно еще детским почерком в то время, мои первые попытки 1936 и 1937 года, вот таким еще детским почерком, дайте мне зачем. On les ramassera après. Да. Это вот начало мое. Причем надо сказать, что композиционно первые главы приезда Самсонова приезда Воротынцева к Самсонову композиционно так и остались. В том виде, я их потом продолжал в те же годы вот в таких тетрадках. Это все вот это вот моя детская работа. И композиционно несколько глав остались совершенно так. Фактура изменилась. То есть, конечно, само написание, язык я изменил. Но композиция, вот приезд Воротынцева в Ставку и первые события с Самсоновым все так сохранились. А потом я еще, когда на шарашке был, я пытался писать снова секретным образом. Это, видите, на немецкой трофейной бумаге, даже бумаги не было. Это на шарашке уже, это через 10 лет, через 12 лет после того. Это тоже раннее очень начало. Очень ранняя попытка начинать. Ну вот. Очень ранняя попытка начинать. Mais, alors, si je comprends bien, le travail que vous faites dans La Roue Rouge, c'est un travail à la fois d'historien et de romancier. Oui, je fais œuvre à la fois d'historien et de romancier. Ma tâche, c'est de rendre l'histoire véritable. J'ai jugé même malséant d'introduire trop de personnages imaginaires dans le récit. La plupart de mes personnages appartiennent à l'histoire, qu'ils soient importants ou pas. Il faut seulement que je possède sur eux des témoignages authentiques. Les documents les plus expressifs, je les donne tels quels, mais à petite dose. Mais pour la plupart d'entre eux, je les retravaille pour les fondre dans le tissu romanesque. J'écris des chapitres littéraires où j'essaie de donner aux personnages le plus de relief possible et à l'action le plus de densité. Venons-en au contenu d'Août 14.
La première partie, on y trouve des personnages qui ne font pas l'histoire, enfin qui ne sont pas des premiers plans, qui ne sont pas de premier plan dans l'histoire. Est-ce que tous ces gens dont vous parlez, ce ne seraient pas des membres de votre famille? Да, там немного. Я дал в самом начале. Tout au début, je décris un peu les membres de ma famille, mon père, ma mère, ils ne se connaissaient pas à cette époque-là, un fragment de la vie de la famille de ma mère, mais ils ne jouent pas un rôle essentiel dans le récit qui suit. Il s'agit d'une dernière image de la Russie avant la guerre, une vie plutôt exotique, méridionale, qui n'avait jamais été décrite dans la littérature russe et qui ne se reproduira plus jamais, parce que la guerre et la révolution vont tout balayer. Hormis mon père, qui est un personnage important, ce sont des détails sans grande importance. C'est comme une photographie panoramique que d'autres photographies viennent ensuite recouvrir. Alors, je n'oublie pas, Alexandre Solzhenitsyn, que vous avez lutté contre les nazis de 1941 à 1945. Vous êtes entré dans l'armée comme simple soldat, vous avez terminé comme capitaine, vous avez été 2 fois décoré. Et je me disais en lisant cette histoire de la guerre d'août 14, je me disais qu'au fond, vous devez être très fasciné par l'aventure à la fois humaine et inhumaine qu'est la guerre. Ну, у меня еще так совпало здесь, видите, я задумал это повествование еще до войны. Я избрал Восточную Пруссию, избрал Самсоновскую катастрофу, и вдруг, волею судьбы, я в эту войну пошел точно по этим местам. То есть прошел прямо по как шла Самсоновская армия, так я пошел в 1945 году. И поэтому я все эти места, значит, какая-то сила меня связала с этим событием, так что я снова его увидел через 20-30 с чем-то лет. Я снова в тех же местах был. Vous montrez bien que, pour les révolutionnaires de l'époque, cette guerre entre la Russie et l'Allemagne, ça a été une chance inouïe. Et je voudrais vous lire ceci. Vous dites à un moment, pour les révolutionnaires de l'époque, l'important n'était pas à qui la faute, mais comment profiter au mieux de la guerre. Tous coupables, sinon impossible de saper le gouvernement du tsar. Une vraie chance que cette guerre, elle servirait utilement le socialisme international, elle nettoierait d'un seul coup le mouvement ouvrier, tout le fumier accumulé sous la paix. Да, это поняла ленинская группа с самого начала. Le groupe de Lénine, celui qui allait se réunir à Zimmerwald, avait compris dès le début qu'on pouvait utiliser cette guerre pour renverser le régime russe. Mais pour cela, il fallait faire croire que l'Allemagne n'était pas seule coupable, que tous, la France, l'Angleterre, étaient également coupables de cette guerre. Lénine, initialement, se voulait être l'allié du Kaiser, et il l'a été pendant quelque temps. En Russie soviétique, on nous a inculqué pendant des dizaines d'années que c'était la bourgeoisie qui était fautive de cette guerre et que l'Allemagne n'avait pas plus de responsabilité que les pays de l'entente. Et puis la deuxième partie d'août 14, et c'est la partie inédite, c'est le récit très long et aussi très minutieux de l'assassinat de Stolypine, qui était le premier ministre du tsar, par un révolutionnaire nommé Bogrov. Vous avez beaucoup d'admiration pour Stolypine, vous en faites un portrait très flatteur, vous le décrivez intelligent, fort, persévérant, ferme sur ses positions. Et vous allez même jusqu'à dire que Stolypine était au fond la dernière chance du tsar. Est-ce que, historiquement, c'est vrai? Да, вы знаете, я глубоко уверен, что это именно так. Столыпин, кстати, висит у меня, вон, портрет Столыпина как раз за день до убийства. Ah, là-bas, oui, oui. Вот это вот, вон висит у меня. Столыпин – выдающийся государственный деятель вообще. И по масштабам разных столетий России. В 20 веке более крупного государственного деятеля у нас не было. Собственно говоря,
Mon récit rétrospectif nous mène au début du règne de Nicolas II. Et là, j'ai dû montrer dans ce chapitre que durant les 11 premières années de son règne, on avait déjà tellement perdu que la Russie s'était retrouvée au bord de l'abîme. Et Stolypine a réussi à sortir la Russie de cet abîme et à la placer sur la voie d'un développement énergique. Si Stolypine n'avait pas été assassiné, si ce développement qui modifiait la structure sociale de l'État, pas seulement l'économie, si ce développement avait pu continuer encore quelques années, la Russie n'aurait jamais été ébranlée comme elle l'a été. L'assassinat de Stolypine, j'en suis convaincu, a décidé du sort de la Russie parce que la direction du pays a échu à des gens faibles et peu expérimentés. Ah, oui, mais à ce propos, vous parlez des coups de feu qui ont abattu, les 2 coups de feu qui ont abattu Stolypine. Je voudrais vous lire ce passage. C'est la fin du chapitre. Je le dis pour les téléspectateurs français. Stolypine est abattu au cours d'une soirée de gala au théâtre de Kiev. Alors, ces coups de feu n'étaient certes pas une nouveauté dans l'histoire russe, mais que de promesses en eux pour tout le XXe siècle. Ni à cet instant, ni plus tard, le tsar ne descendit ni ne vint voir le blessé. Il ne vint pas, il ne s'approcha pas, et pourtant c'était la dynastie que ces Bâles avaient tué, les premières Bâles de Yekaterinbourg. Et je rappelle aux téléspectateurs français que c'est à ce lieu, Yekaterinbourg, c'est dans ce lieu que la famille du tsar a été massacrée. Vous pensez que ce sont les premières Bâles contre la famille du tsar et contre le tsar lui-même? Да, этот выстрел, я недаром назвал первым из екатеринбургских. Этот выстрел, он был выстрел в Россию, во всю нашу судьбу. Mais vous faites un portrait très sévère du tsar Nicolas II. Vous le montrez faible, pusillanime et ne montrant aucune reconnaissance à Stolypine. Знаете, я, во-первых, уверенно могу сказать, что я не делаю его портрет. Я очищаю от всяких возможных искажений то, что было. Я очень... Для меня этот персонаж, бывший император, это довольно необычный был для меня персонаж. Я сам людей такого психологического склада не изображал. Я был вынужден изобразить почти всю его жизнь. Я сделал это исключительно et je l'ai fait avec beaucoup de précaution. Jamais un trait trop acéré, jamais un reproche trop dur. On ne peut comparer mon portrait avec celui qui avait été fait par toute la société radicale russe qui le traitait des derniers mots. J'ai donné tout le cours de sa vie tel qu'il a été vraiment. C'était un homme de grande qualité spirituelle, d'une grande pureté, un chrétien conséquent, mais n'était pas fait pour tenir le gouvernail de la Russie durant une telle tempête quand le navire est ballotté par les vagues. Oui, mais enfin, Alexandre Solzhenitsyn, quand même, le tsar ne va même pas au chevet de Stolypine lorsqu'il est blessé, il ne lui rend même pas une visite. C'est pas un homme de grand cœur, quand même. Ce n'est pas cela. S'il ne vient pas le voir, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de cœur. Il ne sent pas la force de briser l'ordonnance d'une fête suivie par des milliers de personnes. Il y a un protocole. Il estime qu'il doit se rendre à Ovrouch, à Tchernigov. Comment faire avec ces milliers de gens qui l'attendent? Il vient voir une fois le mourant, mais celui-ci est sans connaissance. Il ne revient pas parce qu'il est occupé par le protocole. Non, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas qu'il est sans cœur. Il ne comprend pas l'importance de ce qui s'est passé. Il ne comprend pas ce qu'on perd en Stolypine, peut-être parce qu'il était déjà un peu déçu par lui. Et puis ce qui rend Août 14 très actuel pour les lecteurs d'aujourd'hui, c'est votre description du terrorisme. Et vous consacrez de nombreuses pages à Bogrov, qui est donc l'assassin de Stolypine. Moi, j'ai l'impression que ce Bogrov, il ressemble beaucoup à des terroristes d'aujourd'hui, en ce sens, mais c'est ainsi qu'il m'apparaît, il est exalté et il est manipulé.
Я должен сказать так, что да, одна из причин актуальности «Августа», второго тома, состоит в том, что это история революционного террора в России. Причем не только до Багров. Я, если помните, там даю сперва целую вереницу террористов. И так как невозможно охватить всех террористов России, то я охватываю только женщин. Я беру только террористок женщин. И то это уже получается страшная картина. Alors, à propos des femmes, vous faites un chapitre, effectivement, mais je voudrais vous citer une qui est étonnante. Elle s'appelle Eulalie Rogoznikova. Elle a mis 13 livres de dynamite dans son soutien-gorge pour se faire sauter elle-même avec des officiels, des personnalités. Moi, ça me rappelle non seulement les kamikazes japonais pendant la guerre, mais des terroristes aujourd'hui du Moyen-Orient qui n'hésitent pas à se mettre au volant de camions bourrés de dynamite et qui explosent avec le camion. C'est-à-dire qu'ils font le sacrifice de leur vie. Вот мы видим здесь, мы здесь и видим. Nous voyons là que la terreur révolutionnaire en Russie possédait tous les traits caractéristiques de la terreur actuelle. D'une certaine façon, la Russie a parcouru le chemin suivi aujourd'hui par le monde, mais en avance de plusieurs décennies, sinon d'un demi-siècle. Il ne s'agit pas du seul Bagrov ici. Par cette galerie de femmes terroristes, j'ai voulu montrer toute la puissance de la terreur, ses idées directrices, ses méthodes. Et je crois que ces femmes ont permis de le montrer. Elles étaient presque toutes manipulées par une organisation clandestine qui les envoyait à l'assassinat et à la mort. Mais Bagrov, précisément, est un phénomène tout à fait à part. Bagrov, lui, n'agissait pas de façon aussi grossière que les autres. Tous les autres terroristes étaient envoyés par les organisations clandestines pour tuer au péril de leur vie. Bagrov, lui, n'est dirigé par personne. C'est l'opinion publique qu'il dirige, et ça, c'est effrayant. Autour de lui, pour employer un terme de physique, il y a comme un champ idéologique. Pour ceux qui se trouvent dans ce champ, le régime, l'État russe, mérite d'être renversé. Stolypine est considéré comme un personnage odieux, précisément parce qu'il sauve la Russie, qu'il cherche à la guérir. Personne ne dit à Bagrov « va tuer ». Il n'est lié à aucune organisation clandestine. Il a 24 ans et il décide qu'il va tuer Stolypine pour détourner le cours de l'histoire russe. C'est une forme de manipulation plus complexe. C'est une manipulation idéologique, par le champ idéologique. Mais c'est encore plus effrayant. Comme vous le voyez, l'atmosphère idéologique à elle seule peut créer la terreur. Je suis frappé, Alexandre Solzhenitsyn, par l'extraordinaire richesse des techniques d'écriture que vous employez dans Août 14. Bien sûr, le récit classique, à la Tolstoï, disons, mais aussi le monologue intérieur, le passage de la troisième à la première personne et retour de la troisième personne, parfois dans le même paragraphe, collage, titres de journaux, instantanés, flashback, etc., etc. Pourquoi cette grande diversité dans l'écriture ? Je n'avais pas l'intention d'inventer de formes nouvelles. Je me proposais uniquement de transmettre le matériau de la façon la plus efficace, la plus dense. Étant donné les dimensions de mon œuvre, je me devais de diversifier les formes du récit pour éviter que le lecteur s'ennuie. J'ai beaucoup de chapitres narratifs, mais la narration simple n'est pas assez dense, elle n'est pas assez efficace, elle peut donc fatiguer le lecteur. Aussi, ai-je plusieurs types de récits. Par exemple, les chapitres panoramiques,
où je donne le condensé des événements et où je me permets d'introduire un jugement personnel, ce que je ne fais jamais dans les chapitres narratifs, où parlent et agissent les personnages. Ainsi, j'ai des chapitres que j'appelle écran de cinéma. L'écran est très nécessaire parfois pour focaliser, pour montrer une toute petite scénette dans ses moindres détails. Mais si l'on utilise trop, il cesse d'être efficace, il devient un peu spongieux. Par exemple, les revues de presse. Elles jouent chez moi un rôle tout à fait particulier. Elles permettent de décrire de façon très concentrée des événements tout à fait secondaires. Et par ailleurs, il est très important de savoir comment les contemporains exprimaient, comprenaient les événements. C'est le seul moyen de décrire l'attitude de la société envers les faits. Il m'arrive aussi de morceler les chapitres narratifs, mais je ne le fais pas dans Août 14, où ils sont plutôt longs. Dans Mars 17, quand il faut décrire la révolution heure par heure, minute par minute, j'ai des chapitres très brefs qui se télescopent et où l'effet est produit par cet entrechoc. Un chapitre chasse l'autre. Nous avons là comme une quatrième dimension. Plus tard, je vais introduire le calendrier de la Révolution. C'est un très bref résumé des événements entre les nœuds. Mais leur choix et leur formulation font comme si c'était vraiment l'horloge de l'histoire qui sonnait. C'est comme le pendule de la Révolution. Je ne suis pas surpris que vous veniez de prononcer les mots cinéma et écran, car on ne peut pas ne pas être frappé par la technique cinématographique que vous employez à certains moments. Et je pense notamment à l'assassinat de Stolypine par Bogrov, au théâtre de Kiev. Vous racontez cet assassinat exactement comme s'il y avait 5 ou 6 caméras placées à des endroits différents dans le théâtre. Et chaque fois, nous avons un récit un peu différent du précédent. У меня, вы знаете, действительно, к кинематографу, к искусству у меня есть пристрастие. Я написал 2 сценария прямых, просто сценария. Есть такие 2 сценария, они сейчас по-французски, один из них, даже два, кажется, по-французски вышли. Это «Знают истину танки» и «Тунеядец». Но я применяю экран, и мне этого мало. Действительно, сцену каждую я стараюсь видеть в движениях, в расположении, в подробностях одежды и предметов. И что-то из этого сказывается в повествовательной главе, само попадает. Mais vous auriez aimé être un cinéaste, un metteur en scène? Кем? Ставить фильмы. Ну, знаете, теперь об этом уже не надо говорить, потому что моих жизненных задач до смерти и больше мне уже не оторваться от этого повествования. Но я считаю, что мои произведения, они очень подходят к фильме, к тому, чтобы их перерабатывать для фильма. Est-ce que vous allez souvent au cinéma? Est-ce que vous avez vu beaucoup de films durant votre vie? Нет, наоборот. Я очень редко. Здесь я исключительно редко вижу. С тех пор, как переехал в Вермонт. В Советском Союзе видел больше. Даже и в Швейцарии видел мало. Некогда ходить, а тут далеко очень ездить. Нет, сейчас этот кинематограф живет во мне. Я почти не вижу ничего. Les critiques, bien entendu, s'intéressent au fond de vos livres. Mais, selon vous, s'intéressent-ils assez à la forme? Les lecteurs, les critiques en France, aux États-Unis, dans le monde entier. J'ai un destin malheureux à cause de mes déclarations politiques. Je les fais non pas par goût, mais parce qu'on a tant tué de monde en Russie qu'il ne reste presque plus personne pour dire les choses comme elles se sont passées. À cause de ces déclarations publiques, presque tous les critiques me prennent pour un homme politique. Je n'ai lu que des jugements sur mes prises de position politiques. Je ne connais pratiquement pas d'articles critiques sur mon œuvre.
Очень мало. Критических работ по моим произведениям. Mais ce qui est vrai, c'est que votre célébrité comme rescapé et dénonciateur du goulag, comme ennemi juré du communisme, fait parfois oublier que vous êtes avant tout et d'abord un écrivain. Oui, j'en ai beaucoup d'amertume. Plus j'avance en âge, et plus je suis triste d'être célèbre non pas pour mon activité principale, mais pour mon activité secondaire. Georges Niva m'a consacré un livre. Voilà, ça c'est un livre de critique littéraire. En France, plus qu'ailleurs, on prête attention à cet aspect-là de mon œuvre. Mais aux États-Unis, non. On me considère uniquement comme un homme politique. Puisque vous êtes un écrivain, parlons de votre travail d'écrivain, on voit bien que vous êtes un passionné de vocabulaire. Les mots, c'est le souffle constant de l'écrivain. Je travaille la langue russe chaque jour depuis 35 ans. Au camp, j'ai passé tout mon temps à ce travail. Je ne pouvais pas faire autre chose. Je ne voulais pas que l'administration des camps comprenne que je m'intéresse à la révolution. Aussi, je ne pouvais pas tenir un livre sur la révolution russe entre les mains. Mais un dictionnaire, c'était sans danger. Je me suis donc mis à retravailler les dictionnaires russes, en particulier le dictionnaire de Dahl, et je l'ai fait pendant 35 ans. Le sens de ce travail, je considère que la langue russe, comme toute langue moderne, se rétrécit beaucoup. Bien entendu, elle acquiert beaucoup de nouveaux mots techniques, mais le relief, la dimension vivante, dans toutes les langues modernes se rétrécissent. Autour de la langue russe actuelle, il y a toute une zone périphérique qui n'est pas encore tout à fait morte. Si l'on pouvait conserver cette couche périphérique, on pourrait enrichir la langue. Et je travaille précisément dans cette couche pour garder à la langue ce qui peut encore être gardé. Et je fais des extraits. Je ne prends pas tous les mots. Je choisis les mots qui peuvent encore être utilisés dans la langue. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Allez-y, allez-y. Avec plaisir. Alors là, c'est quoi? Ce sont des petits carnets, alors? Ah, mais ce sont les petits carnets que votre plus jeune fils tapait hier à la machine. Совершенно правильно. Да, совершенно правильно. Значит, я, находясь в заключении, начал писать, вот даже белой бумаги не было, вот я писал на такой бумаге, на зеленой. Mais c'est illisible. Да, позже появилась белая бумага. Позже появилась белая бумага. Это был первый экстракт, то есть кандидаты. Mais ça, c'était dans les camps? Это было в лагере, да, это было в лагере и на Шарашке, да, это в лагере и на Шарашке писал. Это было, значит, это первый экстракт, первые кандидаты в тот отбор. Вот это первые, да. Потом, позже, я начал из первого отбора. Это первый отбор. Потом из первого отбора я начал составлять второй отбор. Значит, это уже второй экстракт. Mais ça, c'était plus au camp, ça. Частично еще в лагере, потом в ссылке. В ссылке я еще сидел, работал над этим. Oui. Это, значит, вот второй экстракт, который я тоже давно кончил. Это не все, я показываю oui, mais... не все книжечки, а только образцы. Oui, oui mais pourquoi écrivez-vous aussi petit aujourd'hui que vous êtes libre que lorsque vous étiez au camp? Нет, ну это ссылка была, а привычка. Почерк уже разработался. У меня... Да я до самой высылки из Советского Союза все писал мелко, чтобы легче было прятать. И у меня привычка мелко писать. У меня все рукописи так написаны. А сейчас я стал писать уже крупнее, но уже привычка тоже. Это вот третий экстракт. Третий экстракт. Это вот сегодня я уже делаю. А из этого третьего экстракта мой младший сын
печатает теперь заготовки для уже типографии. Это уже делается вот на машинке, уже просто на машинке он делает. Ah oui. Вот можно показать. Ah, c'est ce qu'il tapait hier. Да. Voilà. Это же... Ah oui. А да, вот уже он печатает. Да. Это он делает теперь для типографии. Я мечтаю, чтобы к концу моей жизни... J'espère, à la fin de ma vie, composer un dictionnaire de 40 à 50 000 mots. Des mots utiles, nécessaires, que l'on peut encore restituer à la langue. Quelle est à peu près la journée de travail d'Alexandre Solzhenitsyn, écrivain? Comment ça se passe, en gros? Рабочий день мой состоит в том, что я от раннего утра все время работаю. Va du matin jusqu'au soir. Les choses les plus essentielles, j'essaie de les faire le matin. Le soir, tard le soir, je prépare les matériaux qui me seront nécessaires le lendemain. Mais habituellement, je n'y arrive pas, car j'écris plus vite que je ne prépare les matériaux. Tard le soir, je sens que je ne serai pas prêt le lendemain. Depuis que je me souviens de moi, j'ai toujours travaillé. Depuis que j'ai formé le projet de cette œuvre, j'ai travaillé tous les jours sans interruption. Combien d'heures par jour? Tout le temps, dehors du sommeil et des repas, tout le temps. Je m'occupe un peu des enfants. Je leur donne des leçons de mathématiques, des leçons d'histoire aussi. D'astronomie, j'ai vu aussi. Oui, des leçons d'astronomie. En même temps qu'Août 14, vous faites paraître Alexandre Solzhenitsyn à Paris et toujours aux éditions Fayard un petit livre, pamphlet intitulé Nos pluralistes. Qui sont ces pluralistes et qu'est-ce que vous reprochez au pluralisme? Vous avez là un bon exemple d'une activité contrainte. Dans notre nouvelle émigration, qui compte maintenant plusieurs centaines de milliers de personnes, il existe un groupe qui a trouvé le moyen, bon gré, mal gré, de quitter sa patrie et qui, arrivé ici, se croit autorisé à interpréter l'histoire russe. Non pas seulement l'histoire actuelle, mais dans sa totalité. Ils se présentent à l'Occident comme les commentateurs les plus objectifs, les plus autorisés. J'aurais aimé ne pas m'occuper de tout cela. Et depuis 6 ans, depuis que je suis aux États-Unis, je n'ai lu aucun de leurs écrits. Ils ont publié des recueils entiers, de nombreux articles dans les journaux, dans les revues. Ils ont donné beaucoup d'interviews. Ils ont fait des tournées de conférences. Pendant que moi, j'ai travaillé à Marou Rouge. Pendant 6 ans, je les ai ignorés. Au printemps dernier, j'ai lu pour la première fois tous leurs écrits, d'une traite, pendant tout un mois. Et j'ai été pris de frayeur. Je me suis dit, ils sont en train de tromper l'Occident. Ils lui donnent une perspective faussée, de faux conseils. Ils le font sans aucun sens des responsabilités. Je ne les accuse pas de mauvaise volonté, mais ils sont pleins d'une curieuse assurance. Ils croient pouvoir donner des leçons à l'Occident sur son attitude à l'égard de la Russie. Leur assurance n'a pas de fondement. Ils n'ont pas assez de connaissances. Ils n'ont pas étudié la Russie pendant des décennies et ils en jugent superficiellement.
Certains d'entre eux ont fait partie de l'élite soviétique, c'est-à-dire qu'ils ont participé à ces torrents de mensonges qui se déversaient sur nous en Russie soviétique. Ils arrivent ici, et l'on dit ici, ce sont des spécialistes de la presse, de la radio, des commentateurs politiques. Il faut utiliser leurs compétences. Ainsi, des gens qui débitaient des mensonges en Russie reçoivent aussi un grand crédit en Occident. Ils continuent de travailler, mais peut-on se fier à leur apparente sincérité? Ainsi, j'ai été amené à écrire cet article, un bref article en fait, 30 pages, en réponse à des centaines et des centaines de pages qui représentent leur travail de 6 à 7 années. Et dans la deuxième partie de ce petit livre, vous vous en prenez à ceux qui vous calomnient, à ceux, par exemple, qui disent que vous avez reconstruit ici un goulag. C'est complètement idiot, j'en suis bien le témoin. À ceux qui vous accusent d'être un ayatollah, à ceux qui pensent que vous voulez créer un jour un autre goulag pour vos ennemis, etc. Pourquoi essaye-t-on de vous calomnier comme ça? Quelle est la raison? Est-ce que vous êtes un homme dangereux? Я различу здесь две вещи. Во-первых, поразительно, что создается такое общественное мнение, и в том числе писателями, что если писатель заперся и сидит, пишет, то это ненормально, это почти сумасшествие. Теперь считается, что писатель должен непрерывно ездить на конференциях и выступать. Вот если он все время выступает, это нормальное общественное поведение писателя. Да я впервые за всю свою жизнь, за 65 лет, я сумел получить вот 2-3 письменных стола и разложить бумаги так, чтобы не прятать, что вот сейчас зайдет КГБ. Я сижу и работаю. Je travaille tranquillement. On considère que je suis devenu fou. Писатель сидеть и все время работать. Un écrivain ne peut pas travailler tout le temps à leurs yeux. Faites bien attention. En fait, on me reproche une vie normale d'écrivain. Qu'est-ce qui les pousse? Apparemment, ils ne trouvent rien de plus substantiel à me reprocher. Je les gêne parce que je suis de ceux qu'on n'a pas eu le temps d'éliminer. Staline n'a pas réussi à m'avoir. La poétesse Akhmatova m'a dit un jour, « Allons, Alexandre Issach, nous deux, Staline n'a pas eu le temps de nous éliminer. » Voyez, je suis l'un des rares que Staline n'a pas réussi à détruire. Je dis la vérité sur la Russie, ce qu'il en est. J'ai consacré ma vie à cela. C'est pour cela que je suis un personnage odieux. Je ne leur permets pas de se présenter comme des témoins exclusifs. Il faut donc me persécuter. Regardez, ils inventent des idioties. Le fait que j'écrive pendant des mois et des années signifie pour eux que je suis un aliéné, que je vis dans un goulag. Et donc vous êtes un homme dangereux. Получается, да? Опасный. Сижу, никого не трогаю, сижу и пишу. Опасный. Êtes-vous un écrivain estimé, apprécié, aimé des intellectuels américains? Нет, я этого не скажу. Нет. Non, je ne le dirai pas. Non, je dois dire l'ensemble de mes idées sur le monde moderne, sur l'Occident, est très mal perçu par l'intelligentsia américaine. Mon tempérament ne leur convient pas. Ils adoptent à mon égard la même attitude que les pluralistes. On m'attribue des choses tout à fait mensongères. Par exemple, l'intelligentsia américaine est persuadée que je chante les louanges de Nicolas II, que je suis à genoux devant lui. Ils sont persuadés que je préconise pour la Russie un régime théocratique.
Jamais personne ne me cite. Cependant, tous disent que je suis un monarchiste, un admirateur du tsar. Kissinger le premier. Pour lui, je suis le pire des monarchistes, le pire des tsaristes. Vous venez de me poser la question. Vous dites que je ne décris pas Nicolas II du meilleur côté. Mais personne ne le remarque. On me dit que je suis vraiment à genoux, en dévotion devant Nicolas II. Jamais je n'ai affirmé que le clergé devait diriger la Russie. Pourtant, les intellectuels les plus intelligents répètent en chœur que je prêche la théocratie. Voilà comment ils m'interprètent. Il y aura bientôt 10 ans, Solzhenitsyn, que les soviétiques vous ont fichu à la porte de leur pays. Après quelques mois à Zurich, vous êtes venu vous installer aux États-Unis. Considérez-vous que vous avez fait le bon choix? J'ai fait un bon choix car j'ai pu créer ici les meilleures conditions pour mon travail. Suffisamment d'espace, d'isolement, d'excellents rapports avec les bibliothèques américaines où, comme nulle part ailleurs, on trouve un grand nombre de livres et d'archives russes. Je ne pouvais pas vivre au centre de l'Europe parce que chaque jour, j'avais jusqu'à 10 visiteurs. Chaque jour, le téléphone sonnait, on frappait à la porte continuellement. Chacun voulait avoir sa demi-heure, et rien que sa demi-heure. Ce n'était plus une vie, ni pour moi, ni pour ma famille. Je devais donc habiter un endroit où il était difficile de m'atteindre. Vous avez bien vu qu'il n'était pas si simple d'arriver jusqu'ici. Grâce à cela, je peux jouir du calme dont j'ai besoin. J'ai bien choisi et toutes ces années, j'ai très bien travaillé aux États-Unis. Toutes les conditions y sont réunies, hormis la patrie. Mais si vos 3 garçons, qui sont nés tous les 3 sur la terre russe, si vos 3 garçons, par leurs études, par leur mode de vie, devenaient de vrais petits Américains, est-ce que ça vous ennuierait? Oui, avec ma femme, nous prenons toutes les mesures pour qu'ils maîtrisent parfaitement le russe. Et nous y arrivons. Pour qu'ils soient imprégnés de culture russe. Là aussi, nous avons réussi, pour le moment. Nous nous réjouissons qu'ils apprennent les langues étrangères, qu'ils assimilent une culture étrangère, mais pas aux dépens de la culture russe. Grâce à d'immenses efforts, en particulier de ma femme, nous y arrivons. Ce sont des enfants russes, liés de cœur à la Russie, ils connaissent bien et la poésie et la peinture russe. Bien sûr, nous en aurions gros sur le cœur s'ils venaient à nous échapper, s'ils devenaient de vrais occidentaux. Oui, mais y a-t-il un risque que vos 3 garçons perdent l'ambition et le goût de rentrer un jour sur la terre russe? Oui, mais plus tard, quand ce seront des hommes. Есть риск, конечно, что я буду похоронен вот в этой земле, хотя мне этого не хочется. Есть риск, что мы все здесь умрем, никогда не увидим России. Но мы живем надеждой на возврат. И я сегодня еще твердо уверен, что эти мальчики вернутся в Россию охотно и очень будут России нужны и полезны. Mais avez-vous toujours au fond du cœur le désir violent, vous, Alexandre Solzhenitsyn, de rentrer sur la terre russe? C'est peu dire le désir. Ce désir ne me quitte pas un instant, mais même la certitude du retour ne me quitte pas. Je ne sais d'où elle vient. Ni la situation mondiale, ni celle de l'Union soviétique n'offrent aucun signe réconfortant. Mais mon sentiment profond me laisse entendre que je reviendrai vivant chez moi, dans ma patrie, bien que je sois loin d'être jeune, comme vous le voyez. J'allais vous dire, est-ce que c'est bien raisonnable d'y croire encore? C'est une conviction intime. Да, вы знаете, существуют какие-то внутренние убеждения, да. Вот
Quand je me suis attelé à la catastrophe de Samsonov, je ne pouvais supposer que je me retrouverais un jour en Prusse orientale et dans les mêmes conditions. J'étais comme poussé vers cet épisode. Une espèce de lien intime, de prémonition. À plusieurs reprises, en effet, dans ma vie, j'ai pressenti des faits physiques qui me sont ensuite arrivés. Je ne suis pas seul dans ce cas. Tout homme qui n'étouffe pas son intuition, qui lui fait confiance, voit se réaliser dans sa vie non pas, je dirais, ses souhaits, non pas ses prévisions, mais ses pressentiments. Notre organisation est beaucoup plus fine que ne laisse croire la pensée matérialiste que nous avons de nous-mêmes. Vous avez déclaré un jour, et je vous cite, « Le régime communiste ne sera pas vaincu de l'extérieur, il sera vaincu de l'intérieur. » Est-ce toujours votre opinion? C'est tout à fait mon opinion, et même plus, cette opinion se renforce à chaque décennie. Quand nous étions encore dans les camps, dans les années 40 du XXe siècle, nous pensions que la puissante Amérique pourrait intervenir en Russie, nous parachuter des armes pour que nous puissions nous libérer. Mais ensuite, nous avons compris que l'Amérique, l'Occident, vous savez comment on dit, face au péril, ne pense qu'à toi-même. Le mieux qu'ils puissent faire, c'est de se maintenir. Ils sont loin de pouvoir modifier notre situation. Vous êtes loin de pouvoir nous sauver. Tout ce que je demande, maintenez-vous vous-même. Ne vous empressez pas de vous mettre à genoux comme les manifestants pacifistes d'Europe occidentale. Pourvu que l'Occident lui-même reste ferme et ne prête pas main forte à nos oppresseurs. Mais il fait pire. L'Occident cède ses positions. Il vient en aide à nos oppresseurs, leur vend tout le matériel qu'ils demandent ou accepte de se le laisser voler. Oui, la libération de la Russie ne viendra que de l'intérieur. Pourvu que l'Occident n'aide pas nos tyrans. Mais est-ce qu'en Pologne, Lech Walesa n'a pas échoué de l'intérieur? Non, il n'a pas échoué. Non, pas du tout. Il a connu un grand succès. Simplement, vous ne voyez pas, vous n'êtes pas dans les mêmes dimensions du temps. Précisément, le mouvement de Walesa est un de ceux qui nous montrent que les pays de l'Est peuvent se libérer eux-mêmes. Ce mouvement, faites bien attention, il n'a rien à voir avec le socialisme. Jamais un mouvement de libération à l'Est ne sera un mouvement socialiste. Le socialisme nous est odieux. Ce mouvement peut amener la libération. Mais qu'a fait l'Occident, le monde entier, pour aider Solidarité? Pratiquement rien. On a plutôt voulu épargner le gouvernement polonais. Aucune aide réelle n'est venue à Solidarité. Plus, l'année dernière, le comité Nobel a eu peur de provoquer un scandale en donnant le prix Nobel à Walesa. Bon, cette année, grâce à Dieu, le prix Nobel lui a été donné. Non, le mouvement de Walesa n'a pas subi de défaite. Nous assistons aujourd'hui à la victoire spirituelle des Polonais, unis dans le christianisme contre le socialisme et le communisme. Je ne vois aucune défaite là. Depuis votre fameux discours de Harvard, considérez-vous que l'Occident est moins pusillanime qu'avant? Nullement. L'Occident est tout aussi faible, aussi vulnérable spirituellement qu'avant. Le tableau général n'a pas changé. Tenez, le gouvernement américain vient de faire à Grenade une action raisonnable et juste. Ce que Kennedy aurait dû faire quand Castro cherchait à prendre le pouvoir à Cuba.
Et comment les gouvernements ont-ils réagi? Par la réprobation. Pourquoi agir si fermement? Pourquoi brider les bandits? Occuper un pays qu'il était déjà? Quand les Cubains ont occupé Grenade, personne ne les a critiqués. Ils pouvaient tuer qui ils voulaient, prendre en otage le gouverneur anglais. Cela n'étonnait personne, cela paraissait normal. Qu'ils installent une base militaire, qu'ils stockent des armes, ne choque personne, c'est normal. Mais quand à la dernière extrémité, l'Amérique envoie ses troupes pour libérer Grenade, c'est le tollé général de tous les gouvernements, de tous les hommes politiques. Tous de crier « Que faites-vous là? Pensez aux conséquences. Laissez les bandits continuer. Laissez-leur la voie libre. » Que faites-vous du fameux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? Mais ils ont été dépossédés de ce droit bien avant. Si le gouverneur a été arrêté, si le Premier ministre a été tué, peut-on dire que le peuple de Grenade disposait de lui-même? Il a été privé de ce droit depuis quelques années. Et tout le monde en était content. Au Nicaragua, pendant la guerre civile, mais c'était clair, c'était si clair, mais vraiment comme eau de roche, que les communistes allaient prendre le pouvoir. Carter et les autres ne faisaient qu'aider les communistes. Et personne n'exigeait que le Nicaragua ait le droit de disposer de lui-même. Maintenant que les États-Unis ont tendu une main secourable au peuple de Grenade pour qu'il puisse décider de son sort, tous se mettent à crier « N'y touchez pas, que Cuba finisse d'asservir l'île. » Je ne vois là aucune contradiction, au contraire. Au contraire, l'Occident, ces 35 dernières années, ne laisse pas les peuples décider de leur sort, mais les livre toujours aux communistes. Est-ce qu'on a permis au Vietnam du Sud de disposer de lui-même? Non, l'Occident et Kissinger ont trahi le Vietnam. Et tous de s'écrier comme c'est bien. Et le New York Times publie une grande photo d'un Vietnamien tranquille et satisfait. Enfin, c'est la paix. On les a bâillonnés, ils sont obligés de s'échapper par la mer au risque de couler ou d'être mangés par les requins, et c'est bien, tout le monde est content. Que pensez-vous de cette idée que Dieu est toujours avec les gros bataillons? Et cette idée, je ne la connais d'aucune façon. Mais d'où vient-elle, cette idée? On dit, en France, on dit toujours qu'effectivement, Dieu est toujours du côté de l'armée la plus forte, parce que la plus forte écrase la plus faible. Donc Dieu est du côté des vainqueurs. Et c'est une sorte de proverbe français, Dieu est toujours du côté des gros bataillons. Ni mon expérience personnelle, ni mes observations sur l'histoire ne le confirment. La trame de l'histoire est bien plus complexe que ce que notre raison peut en comprendre. Quand nous croyons que l'histoire suit un cours désespéré, nous ne faisons que passer par des épreuves qui peuvent nous grandir. Je dois avouer que pendant de longues années, j'ai beaucoup souffert à l'idée que la Russie avait une destinée aussi malheureuse. Pourquoi la Russie s'est-elle trouvée aux mains de bandits qui font d'elle ce qu'ils veulent? Puis les années ont passé et je vois que le monde entier refait le même chemin. Alors j'ai compris que ce sont ces portes étroites par lesquelles nous devons tous passer. La Russie y est passée la première, mais tous nous aurons à nous glisser par cette porte étroite et terrible. Cela ne veut pas dire que Dieu nous ait abandonnés. Dieu nous a donné la liberté de choisir. Et si l'humanité, une génération après l'autre, une nation après l'autre, un gouvernement après l'autre, accumule des erreurs, ce n'est pas Dieu qui fait des erreurs avec nous, c'est nous qui les faisons. Nous ne voyons pas le but de l'humanité là où il se trouve vraiment. Les hommes, que ce soit les individus
ou la conscience historique d'une nation ou d'une société prennent souvent le confort matériel comme but de notre existence. Mais ce n'est pas le but de notre existence. Au contraire, ce terrible XXe siècle peut nous ouvrir la voie d'une grande élévation spirituelle. Alors que le XIXe siècle, pourtant si confortable, n'a fait que préparer tout le déclin de l'humanité jusqu'en 1914. C'est en 1914 qu'a éclaté la catastrophe qui dure encore aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous le voyez en France, mais je considère qu'après la guerre de 1914, l'Europe tout entière ne s'est jamais relevée. Elle n'a pas retrouvé sa situation d'avant. Si profonde était la cicatrice de la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous parlez beaucoup de Dieu? Est-ce que vous avez l'impression, peut-être même physique, d'écrire sous le regard de Dieu? Je pense que ce sentiment est accessible à tout homme, à condition qu'il ne se laisse pas entraîner par l'agitation de la vie. Aujourd'hui, la physique, qui de toutes les sciences est la plus matérialiste, frappe à la cloison qui nous sépare de l'autre monde. Ce sont les plus grands physiciens qui ont tiré les conclusions les plus idéalistes. Notre vie ne se réduit pas au fonctionnement de notre organisme. Invisiblement, avec la marche du temps, nous recevons un soutien spirituel. Chacun d'entre nous le reçoit, et chaque jour. Celui qui y est sensible perçoit ce soutien. Chacun peut le percevoir, car nous jouissons tous de ce soutien. Au début d'août 14, vous racontez la visite d'un jeune homme qui s'appelle Sania et qui a d'ailleurs l'âge de Bogrov, 23 ans, sa visite à un écrivain très célèbre de l'époque, Tolstoï. Alors, voici ce que vous dites. Alors, le Tolstoï se promène et puis Sania, bien que timide, l'aborde. Et il lui dit « Léon Nikolaïevitch, je sais, je trouble vos pensées, votre promenade, excusez-moi, mais je suis venu de si loin. Je n'attends de vous que quelques mots. Dites-moi si j'ai bien compris. Quelle est la fin de l'existence humaine sur Terre ?» Alors, Tolstoï lui répond « Servir le bien et, ce faisant, contribuer à l'établissement du royaume de Dieu sur la Terre. » « Oui, je comprends bien, dit Sania, en proie à l'émotion. Mais dites-moi, servir le bien, comment? Par l'amour? Précisément l'amour? Et Tolstoï répond « Sans doute, uniquement par l'amour. » Quel est votre avis là-dessus? D'abord, je dois vous dire que mon père, après ses études secondaires, a fait effectivement cette visite à Tolstoï. Je ne l'ai pas inventée. Mais je n'ai jamais vu mon père, je ne sais pas de quoi ils ont parlé avec Tolstoï. Bien sûr, je reconstitue cette conversation. Mon opinion, je la mets dans la bouche de mon père. Que l'amour sauve tout est un point de vue chrétien absolument juste, auquel Tolstoï s'accorde. Mon objection est la suivante. Au XXe siècle, nous sommes tombés si bas. Nous nous sommes enfoncés dans de tels abîmes que poser comme exigence l'amour qui sauve tout, c'est comme si l'on voulait sauter d'un coup très haut. Je considère que c'est pratiquement impossible. Je pense qu'il faut offrir des étapes intermédiaires pour qu'on puisse y arriver. Si vous dites à l'humanité actuelle « aimez-vous les uns les autres », on n'arrivera à rien. On n'arrivera pas à sauver par l'amour. Il faut des appels intermédiaires, plus mesurés.
L'un de ces appels pourrait être, comme le dit Sania Lagenitsyn dans le roman, de ne pas agir contre la justice, de ne pas enfreindre la justice telle que tu la comprends. Non pas aimer tout le monde, mais au moins ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Pour le moins, ne fais rien qui puisse troubler ta conscience. Ça sera un premier degré vers l'amour. Nous ne pouvons y arriver d'un seul coup. Nous sommes tombés trop bas. Donc, les appels pathétiques du pape Jean-Paul II pour l'amour ne servent pas à grand-chose, selon vous? Non, pourquoi serait-il inutile? Le christianisme ne peut pas renoncer à son maximum. L'appel à l'amour du christianisme est parfaitement juste. Mais le pape se trouve au sommet de l'échelle hiérarchique. Il exprime sa pensée comme au nom du Christ. Le christianisme doit continuer à le dire. Mais quand on redescend vers le quotidien, vers les conversations, les décisions quotidiennes, je considère que l'appel à l'amour n'est pas vraiment efficace. Il faut d'abord en appeler à la justice, au respect de sa propre conscience, ne pas agir contre sa conscience. Voilà, c'est le premier pas à faire. Alexandre Solzhenitsyn, et ce sera ma dernière question, le 11 décembre, vous aurez 65 ans. Que faut-il vous souhaiter pour cet anniversaire? Ну, не к этому дню пожелать, конечно, а пожелать в будущие годы. Я бы был благодарен, если бы мне пожелали успеть закончить «Красное колесо» и еще живым вернуться в Россию, а не только в виде книг.